Face à Bischheim, le FC Metz a terminé l'année par une victoire solide. Les Grenats valident la suite de leur aventure en Coupe de France et connaissent déjà l'identité de leur prochain adversaire. Pas question d'abandonner l'année 2025 sans penser à regarder derrière nous. Top, flop, voici l'avis de nos chroniqueurs, mais aussi le vôtre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graoli Mag, le dernier de cette année 2025. Que ça passe vite, évidemment, on va revenir sur le cadeau du Père Noël pour ces fêtes de fin d'année avec la victoire du FC Metz en Coupe de France. On parlera un petit peu aussi top flop et un petit peu mercato parce qu'on aime bien déjà se projeter un petit peu. On va le faire avec nos chroniqueurs du jour, à commencer par Franck Signorino. Bonsoir à tous. Prêt pour les fêtes de fin d'année ? De toute façon, il faut bien les fêter. Maintenant, on ne demandera pas ton avis, malheureusement. C'est culturel, on est obligé. En face de toi, il y en a un qui est déjà prêt pour fêter Noël, c'est Stéphane Moliens. Ouais, t'as vu ça, j'ai arboré le pull de Noël. Le fameux. Le fameux. Tu as bien raison. J'ai failli t'accompagner, mais j'ai déjà beaucoup trop chaud. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment une question de charité. Yenny Ngbakoto est avec nous. Salut tout le monde. Aussi prêt pour les fêtes ? Il faut. C'est la dernière ligne droite, là. Ouais, c'est la dernière ligne droite. Parce que tu as fait tous tes cadeaux. Ouais, il y en a eu beaucoup, d'ailleurs. Parce qu'il faut aider le Père Noël quand même. On ne peut pas tout faire tout seul. Il faut lui donner des petits conseils. On va, si vous le voulez bien, commencer par la première partie. C'est l'heure de la Coupe de France. Et puisque le championnat s'est terminé il y a une semaine, mais ce week-end, c'était les 32e de finale de la Coupe de France. Le FC Metz s'est déplacé sur la pelouse de Bischheim, club de National 2. Victoire 3-0 des Grenats. Un doublé signé Boubacar Traoré, ainsi qu'une troisième réalisation d'Ibou Sané. Franck, le FC Metz, sérieux, appliqué et récompensé. Ouais, je veux dire un cliché. Le FC Metz a fait le job, c'est-à-dire que c'est jamais évident parce que c'est le dernier match de l'année, comme tu dis. Tu avais fini le championnat, tu as forcément envie d'aller en vacances, de retrouver tes proches, ta famille, et puis on te propose ce match de Coupe de France contre un petit, chez lui, tout d'un bourbier. Donc au final, ça se termine bien, tu fais le job, tu gagnes, j'allais dire avec la manière, mais de manière sobre, propre et efficace. Donc je dirais qu'ils peuvent maintenant profiter de ce petit laps de temps pour récupérer. C'est vrai qu'il y aura moyen de souffler un petit peu, on l'entend dans les propos de Stéphane Lemignan. Après la rencontre, ce n'était pas gagné, mais nous n'avons pas eu de sueur froide. Notre ouverture du score rapide a vite cassé leur dynamique. Il fallait être très concentré jusqu'à la fin. Ils n'ont jamais pu enflammer la rencontre. L'attitude de mes joueurs était importante. Stéphane, c'est vrai que c'est l'attitude qui était à voir, notamment après ce match du Paris Saint-Germain. On en avait parlé en avant-match. Finalement, tout le monde a joué son rôle. Oui, mais jeudi, on en avait parlé. On avait dit qu'il fallait faire un effort mental. Alors, il y a le contexte que Franck vient d'évoquer, mais il y a aussi le côté attention. On vient de sortir d'un match très médiatisé contre Paris, devant 28 000 personnes, qui plus est à la maison. On marque 2 buts à Paris. Tout le monde, y compris dans les paroles de Luis Enrique, disait on a fait un très bon match. Comment rebondir quelques jours après dans un contexte comme celui de la Coupe de France face à une petite équipe ? La meilleure des réponses était de marquer, de ne pas prendre de but, de jouer un football qui correspond au football que Stéphane Lemignan prône depuis le début de saison, et puis de se qualifier pour le tour suivant. Tout ça a été rondement mené. On va regarder très rapidement les statistiques. 57% de possession pour le FC Metz contre 43, 8 tirs partout. 3 tirs cadrés pour Bischheim, 4 pour le FC Metz. Yenny, on s'attendait peut-être à une autre opposition. Avant le match, on sentait le FC Metz un petit peu craintif. C'est vrai qu'en général, jouer la Coupe de France, surtout à l'extérieur, c'est pas forcément facile. Bischheim semblait attendre le FC Metz, c'était un adversaire assez important. Finalement, comme le disait Stéphane Lemignan et comme on le voit dans les statistiques, la rencontre a été plutôt solide de la part de Metz. Tant mieux en soi. Ouais, tant mieux parce que on sort avec la victoire et la qualification. C'était important, surtout après le match du PSG, de confirmer la bonne prestation. Là, c'est par une victoire et en plus avec la manière, 3 buts qui font du bien aussi, je pense, aux têtes, et 0 but encaissé. Ça fait du bien. Mais comme l'a dit Franck, ce sont des matchs pièges quand tu joues la Coupe de France, surtout contre une N2 qui joue contre une Ligue 1, c'est forcément un peu plus difficile. La motivation est forcément doublée du côté adverse. Et pour le FC Metz, il fallait rester concentré, il fallait prendre ce match au sérieux pour ne pas finir l'année avec un point négatif. C'est si compliqué de passer, on peut le dire, d'un monde à l'autre
Tu passes du Paris Saint-Germain à Bichheim sans manquer de respect à personne, mais c'est que c'est pas du tout la même échelle. Ouais, je pense que pour moi, c'est très compliqué. Je pense que voilà, il y a une première partie de saison qui a été très difficile. Il y a eu des bons moments, des très très mauvais moments. Et là, tu finis ton match contre le PSG, c'est un match un peu festif. Et là, tu joues Bichheim sans manquer de respect, bien sûr, à Bichheim. La motivation des joueurs, forcément, est un peu moins parce que tu sais qu'il y a les vacances qui suivent. Et du coup, faut trouver cette motivation pour faire le job. Et ils ont su le faire. Tout simplement, pour rebondir, c'est d'un côté, tu as un match où tu as tout à gagner, parce que tout le monde te voit perdant. Tu joues un match de gala contre un PSG champion d'Europe qui domine son sujet avec ses stars, etc. Et une semaine après, c'est vraiment un match où tu as tout à perdre. C'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce que tu gagnes de manière normale, que tu passes le tour, alors que tu es dans un contexte, un stade champêtre avec un adversaire qui est 4 divisions en dessous de toi. Si tu perds, c'est les projecteurs, mais du mauvais côté, qui sont braqués sur toi et qui feront que amplifier cette première partie décevante malgré tout. Donc, comme tu le demandes, c'est d'un côté, tu as tout à gagner et rien à perdre. Et de l'autre côté, par contre, tu as tout à perdre et surtout rien à gagner parce qu'au final, c'est juste un 16e de finale de Coupe de France que tu as le droit de disputer. Donc, c'est même pas la Coupe, c'est même pas une qualification, c'est rien du tout. Peut-être que ça peut changer dans les têtes en attendant, parce qu'on l'a dit, 3-0, c'est la plus large victoire de ce début de saison pour le FC Metz. Il y a un clean sheet, il n'y en a pas eu beaucoup cette saison, il n'y en a eu que 3 si je ne me trompe pas, entre le match nul contre le Havre, 0 partout, Lens et Nantes. C'est Je ça. crois que j'ai fait à peu près le tour. Pas de blessés, ça aussi c'est une bonne nouvelle quand on sait, et on verra après la compo de Stéphane Lyon, une qualification. On est plutôt content que ça se termine comme ça aussi, tout de même, parce que il fallait quand même souffler un petit peu, notamment pour lancer la dynamique qui sera dans 2 semaines. On n'a pas eu souvent l'occasion de dire que tous les feux étaient au vert. Donc là, pour le coup, sur ce match-là, oui. Comme tu dis, ne pas prendre de but, un match sérieux, pas de sueur froide, pas de blessés. On va dire que toi, tu as passé sans encombre et que sans emmagasiner de la confiance, parce que le fait de ne pas prendre de but, alors oui, c'est bien. Maintenant, il faut relativiser. C'est contre une N2. C'est un match de coupe, il faut s'en servir, mais pas se reposer dessus non plus. Donc c'est très très bien. Ça te permet surtout de ne pas avoir une gueule de bois avant le 31 décembre. C'est sûr que là, les fins d'année, on n'aurait pas rimé avec le mot fête si tu avais perdu ce match-là. On va regarder la composition d'équipe de Stéphane Le Mignon avec, on le rappelle, pas moins de 10 absences entre la Coupe d'Afrique des Nations, les blessures et tout ce qui va avec. On a Kofi Kouao à droite avec Colin et Mboula dans l'axe, Jessie Demagué à gauche, Stambouli Traoré au milieu de terrain, Mbaye, Agne, Sitachvili et Ibou Sané. Stéphane Le Mignon a décidé de ne pas faire tourner. Alors sur le résultat, évidemment, il a eu totalement raison parce que ça s'est bien passé. Est-ce que pour toi, c'était le bon choix de vraiment mettre l'équipe, à ce moment-là, l'équipe type ? C'était sa volonté. Il l'avait dit en conférence de presse avant le match, à savoir qu'il mettrait la meilleure équipe possible parce qu'il a envie non seulement que son équipe soit performante, mais qu'il se sent attaché à cette compétition. Donc, il l'a dit lui-même, c'est une compétition qui est merveilleuse, donc il veut la jouer à fond avec des garçons qui sont pleinement investis. Donc il a pris les meilleurs joueurs qu'il avait sous la main, à des postes parfois peut-être un peu différents, mais on peut évidemment se dire qu'est-ce que fait Jessie Demagué arrière gauche. Mais bon, contre une équipe de National 2, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter non plus. Et puis après, on avait un déficit de défenseurs centraux. Donc on sait que Maxime Collin, c'est un garçon qui a un peu le couteau suisse dans une défense. Donc il peut jouer un peu n'importe où. Et puis, ce n'était pas forcément la surprise parce qu'on savait qu'il ne partait pas à la CAN. Mais en tout cas, d'être titularisé d'entrée après de longues semaines d'absence. La présence de Mboula en défense centrale a été aussi gage de sécurité. Donc c'est bien, ça remet du baume au cœur à tous ces gens qui parfois changent de poste, mais aussi n'ont peut-être pas joué beaucoup ces derniers temps. Peut-être aussi Benjamin Stambouli, qui était un petit peu sur le reculoir en termes de temps de jeu. Donc non, c'est très bien. Et puis de voir des garçons marqués comme Traoré ou Sané, je pense que là aussi, dans la tête, ça va faire du bien, parce que c'est deux garçons qui pouvaient se poser aussi des questions. L'un pour son temps de jeu un peu famélique depuis le début, l'autre pour des prestations un peu en dents de scie. Donc franchement, c'est une belle après-midi que celle de samedi.
Bonne passe décisive pour Yannick Bakoto. Justement, on va parler de ses joueurs et de ses buteurs. Alors 3 buts, mais des joueurs offensifs décisifs parce que oui, il y a les buteurs, mais il y a aussi les passeurs. On va regarder, on en a parlé à Boubacar Traoré par 2 fois, Ibou Sané, mais au niveau des passeurs, eh bien, on a Ibou Sané passeur, Gauthier ou encore Malik Mbaye. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on le sait, il y a un joueur qui va manquer au FCMS pendant presque un mois, c'est Habib Diallo. Là, les joueurs alignés ont été décisifs et pour la confiance, on sait que quand on est attaquant ou joueur offensif, c'est très important. Oui, surtout quand tu joues contre une équipe inférieure, tu te dois de marquer parce que tu te dis si je marque pas là, c'est une bonne occasion en tout cas pour prendre confiance. Donc le doublé de Traoré qui est pas mal, Ibou Sané qui revient et qui marque aussi, pour lui je pense que ça va lui faire du bien à la tête. Et les joueurs offensifs qui ont été décisifs, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Maintenant, il faut le faire à l'échelon supérieur, quoi. Donc voilà, ça c'est bien pour les fêtes. Maintenant, on attend d'eux aussi qu'ils soient décisifs en championnat. C'est vrai qu'on parlait de déclic. Ibou Sané, c'est celui qu'on va regarder peut-être un peu plus que les autres parce qu'on l'a dit, il faut un numéro 9 pour ce FC Metz. Et on s'attendait à le voir. Il y a eu Joël Assoro quelques semaines auparavant. Ce sera peut-être lui qui sera titularisé face à Lorient, à voir. Mais en tout cas, de voir ces statistiques-là, évidemment, c'est une bonne chose pour l'attaquant. Ouais, surtout qu'on l'a vu comme super sub lors de la bonne période du FC Metz, que ce soit contre Lens, que ce soit contre... il y a eu qui encore où il s'est montré décisif juste avant À Nantes, il est titulaire. À Nantes. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à avoir de la continuité. Au final, c'est un autre profil qu'on a pu voir à la tête de l'attaque. Est-ce que c'était parce que Assoro a plus de puissance, peut-être un peu plus de vitesse que Ibou Sané? Peut-être pour ça. Et maintenant, c'est vrai que lui, il demande qu'à jouer. Il a quand même marqué 3 buts. Les statistiques par rapport au temps de jeu parlent pour lui. Donc ça serait peut-être logique, oui, de le voir un peu plus sur le terrain lors de cette CAN. Bon coup de la part de la com du FC Metz qu'il avait mis en conférence de presse d'avant-match. Des fois, il faut avoir un petit peu le feeling comme ça. C'est vrai qu'on disait justement qu'Ibou Sané était un joueur qui manquait peut-être de temps de jeu. Stéphane Lemignan le disait aussi. Il y a un autre joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le FC Metz, ce qui est un peu plus, on va dire, normal quand on est 3e gardien. C'est Ousmane Ba qui a été titularisé pour l'occasion. 3 arrêts pour le portier messin avec une trajectoire assez particulière. Il devait partir cet été. Il était en fin de contrat. Finalement, il a re-signé un bail de 2 saisons, Stéphane. C'est vrai que c'est une petite histoire dans ce match. Ousmane Ba, finalement, fait partie de l'effectif. Ce n'était pas prévu. Réalise son match. On ne va pas parler de bousculer la hiérarchie, mais en attendant que Papsi revienne, c'est bien de pouvoir compter sur la doublure de Jonathan Fischer. Oui, c'est bien. Et puis c'est surtout... bien, non seulement de ne pas avoir pris de but quand on est gardien, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Stéphane Lemignan compte sur l'ensemble de son effectif, y compris sur son 2e et 3e gardien. Alors, Papsi étant absent, le 2e de la hiérarchie, c'est Ousmane Ba, et du coup, de le voir impliqué comme ça dans... une bonne assise défensive, pas de but encaissé. Et puis, lui aussi, je pense qu'il apprend encore à relancer propre au pied, ce qu'il n'avait peut-être pas eu l'occasion de faire dans les précédentes saisons. Voilà, ça donne, je crois, un peu plus aussi d'ampleur à la qualité de ce qu'a fait cette équipe samedi, avec des garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais qui ont répondu présent. Petit tour de table, on est revenu un petit peu sur cette rencontre, certes, mais on peut déjà voir les yeux sur les 16e de finale. Déjà un petit soulagement, je pense, pour tout le monde de voir parler des 16e de finale. C'était plus arrivé depuis la saison 2020-2021. L'adversaire, ce sera Montpellier au Stade Saint-Symphorien. Donc à qui a envie un peu d'en parler, mais plutôt bon tirage, j'en ai envie de dire, quand on sait ce qui pouvait attendre le FC Metz. Oui, c'est toujours mieux de recevoir. Donc surtout à cette période de l'année, au mois de janvier, ça t'évite un déplacement sur un terrain champêtre, sur des conditions que ce soit climatiques ou footballistiques médiocres. Donc là, tu es chez toi, ça peut te faire une recette supplémentaire, ça peut t'entretenir une dynamique sportive. C'est entre Lorient et Strasbourg. Qui sont 2 déplacements, il faut le rappeler. Voilà, donc, on a pu enchaîner 3 déplacements d'affilée. Donc déjà, c'est vrai que je trouve que c'était le meilleur tirage que le FC Metz pouvait avoir, c'est-à-dire un adversaire inférieur, Ligue 2 nationale, à domicile,
pour pouvoir justement enchaîner les matchs et entre les 2 matchs de championnat qui sont, on ne va pas se le cacher, les priorités. Yeni, le 8e de Ligue 2, un seul départ à la canne pour Montpellier qui, on le sait, a eu du mal la saison dernière. Ça a quand même cassé quelque chose dans ce club. Cette année, on va dire qu'on aurait peut-être pu penser qu'ils allaient jouer les premiers rôles. Ce n'est pas encore le cas, on va dire que ça dépend de la dynamique. Mais jouer les hommes de Zoumana Camara? Non, je pense que c'est une bonne chose, hein, surtout à domicile. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui se cherche encore. Descendre de Ligue 1 à Ligue 2, c'est pas facile. Et aujourd'hui, bon, ils sont entre deux, ils n'arrivent pas à enclencher justement cette dynamique-là de remonter. Donc ça peut être un match aussi piège, parce que voilà, Montpellier n'a rien à perdre dans tous les cas, donc ils viennent ici pour faire un résultat. Mais pour Metz, ce sera un bon test, et à eux d'être présents et à eux de faire le job comme ils l'ont fait sur les derniers tours. Montpellier, le gros problème qui va se poser, c'est de ne pas créer des coups de pied arrêtés pour eux-mêmes dans les 30 mètres. C'est chez nous, puisque tu as le meilleur tir de coup de pied arrêté en France qui s'appelle Savanier, qui est juste chirurgical à chaque fois et qui en a mis quelques-uns chez nous dans les saisons précédentes. Donc une fois que tu as géré à peu près ça, même si c'est pas toujours facile de dire on ne fait pas de faute dans nos 30 mètres, mais voilà, c'est aussi en Coupe de France des situations qu'il ne faut absolument pas créer pour l'adversaire, parce que c'est des buts, parfois même pour Savanier à 30 mètres, c'est presque des pénaltys. Hein. Donc on en reparlera certainement dans les émissions précédant le match, mais ça sera le danger, à mon sens, numéro 1. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs quand même, on pense à Alexandre Mendy, même si c'est un peu plus compliqué au niveau des statistiques, mais on sait aussi que le FCMS aime bien relancer parfois certaines équipes, certains joueurs, donc attention quand même, ça restera quand même une affiche assez intéressante du niveau de ce qui attendra les hommes de Stéphane Le Mignon. On le rappelle, l'affiche aura lieu le dimanche 11 janvier à 18h, histoire de pouvoir faire un petit peu de place à la Coupe de France entre la Ligue 1. Vous voyez l'affiche. Un petit mot sur Frémin aussi, qui était le 2e club mosellan en lice. Malheureusement, pas d'exploit, défaite 3-0 face à l'US Chantilly. Encore félicitations tout de même pour ce parcours. Nous, messieurs, on va revenir sur le FC Metz, si vous voulez bien. Vous aviez des petits devoirs maison, vous les avez préparés. On va donc en profiter, c'est l'heure du focus. Oui, bon, rassurez-vous, c'est pas tout le temps comme ça. En général, ils sont plutôt tranquilles. Hein. On aime bien les chouchouter. On est à la mi-saison, à une journée près. Allez, on va se le permettre tout de même, alors que c'est la trêve hivernale, une grosse semaine de battement pour le FC Metz. L'occasion pour nous de revenir peut-être un petit peu sur les 6 derniers mois, notamment au niveau des tops et des flops, où je vais demander à chacun un top et un flop au niveau de l'effectif de Stéphane Le Mignon. On va titiller un petit peu la région. On a un ordre. Qui a envie de commencer par quoi ? Tout le monde se tienne prêt. Franck, vas-y. Allez, merci. Allez, Franck, plutôt top ou flop pour commencer ? Bon, écoutez, on va commencer par le plus négatif, hein, même si... bravo, tu respectes le conducteur pour le moment. C'est ça. Tu ne les prends pas à contre-pied. Voilà, dans notre échange hors émission, je t'ai toujours dit que je n'aimais pas ce mot flop et désigner quelqu'un et taper dessus. Donc, mais bon, je vais jouer le jeu. Et je dirais que ça symbolise un petit peu la situation défensive. Quand tu prends 37 buts en 16 matchs, c'est beaucoup trop. Plus de 2 buts et demi quasi par match, pour pouvoir en gagner, ça devient compliqué. Donc ça symbolise cette assise défensive, ce déséquilibre qui expose trop notre défense. Et je dirais que malheureusement, on attendait un patron cette année. Et on l'avait mis comme tel en ce début de saison, par rapport à sa saison en Ligue 2, par rapport à un potentiel départ à 15 millions d'euros, etc. C'est malheureusement Sadi Boussane, pour moi, qui a un petit peu déçu dans la mesure où il a loupé déjà presque 7 ou 8 matchs. 35% de minutes jouées avec le FC Metz cette saison. Et par rapport à ces matchs de suspension, je dirais que tu peux faire une erreur, tu la réitères, tu t'handicapes ta propre saison, celle de tes coéquipiers, et malheureusement, c'était ton joueur sur lequel tu comptais t'appuyer, avec Djebama qui a été pour moi performant malgré tout dans ce système défensif. Ça peut te laisser espérer une doublette avec un Sadi Boussane. Tu retrouves un petit peu le profil Ismaël Traoré, Sadi Boussane qui avait marché. Qui fait valoir sa puissance, sa vitesse. Djebama plutôt son jeu long, plutôt sa relance, etc. Donc c'est vachement complémentaire et malheureusement tu n'as pas
trop pu les voir associés. Et parce qu'il s'est laissé emporter par sa fougue, parce qu'il a fait à un moment donné peut-être fait preuve de manque d'intelligence sur des interventions, peut-être parce qu'il y a eu de la frustration. Et malheureusement, par rapport à toutes les attentes, je dirais Sadibou Sané, par rapport au peu de fois où on l'a vu sur le terrain. Et lorsqu'on l'a vu, il s'est fait remarquer par de mauvais gestes défensifs. Il marque un but incroyable à Paris. Et puis derrière, c'est la catastrophe totale. C'est l'irrégularité. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, c'est ça aussi le palier que tu as entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Des fois, il faut un temps d'adaptation. C'est pas la même vitesse, c'est pas la même approche. La lecture du jeu, ce qui est suffisant pour la Ligue 2 ne l'est pas forcément dans la Ligue 1 parce que ça va plus vite. Et puis, ton approche d'intervention est complètement différente. Donc, c'est un joueur qui a un énorme potentiel et que j'espère voir et classer dans les tops en cette seconde partie de saison. Ouais, puis je pense que Franck l'a bien dit aussi. C'est une question aussi d'équilibre parce que tu obliges le coach à faire des choix, à s'adapter par rapport à une défense, alors que là, tu pouvais avoir quand même deux très bons défenseurs centraux avec Gebama et lui qui pouvaient faire l'affaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, il a eu ses manquements et ça joue en sa défaveur. En fait, ce qui est un petit peu perturbant, c'est de dire qu'il est peut-être aujourd'hui 4e dans la hiérarchie des défenseurs centraux. On parlait d'une paire Sadibou Sané-Yegbe pour cette trêve, pour la CAN. Michel Mboula va être là. Il a été titularisé parce que les deux sont absents. Mais à savoir qui le coach va vouloir mettre entre les trois là, ce sera un élément de réponse contre Lorient. Mais attention à. Il avait tenté de le relancer contre Auxerre. Contre Auxerre, toi, et ça a été compliqué. C'était un match compliqué collectivement, et donc pour lui également. Donc c'est sûr que maintenant, ça va être à lui de rattraper le passif de cette saison. Mais ça, c'est le lot de tout à chacun. Tu as des périodes performantes, des périodes de creux. Il en traverse une. À lui d'aller chercher la. Le problème, c'est qu'il fait vraiment des erreurs très grossières. C'est ça. Déjà, il ne gagne pas énormément de duels, je trouve, et notamment aérien contre Auxerre. Et le troisième but en était une preuve. Il défend avec les bras très écartés du corps, ce qui aujourd'hui, on le sait avec la VAR, ça ne pardonne pas. Et puis, on sent que techniquement, il n'est pas encore au niveau de l'équipe. Et je trouve que c'est un garçon, comme tu dis, qui a un vrai potentiel, mais qui, pour l'instant, je trouve, a du mal à passer ce cap Ligue 2 Ligue 1. Après, c'est une question, excuse-moi, c'est une question aussi de confiance. Je pense qu'il est dans une spirale. En Ligue 2, tout lui réussissait. Il était homme patron, tant dans ses interventions, physiquement, il rattrapait les coups par sa vitesse, etc. Là, c'est vrai que la Ligue 1, comme tu dis, c'est un autre niveau. Il l'a mal commencé et mentalement, ça se joue à 70% dans un joueur. Donc dans l'appréciation, dans les interventions, comme tu dis, les bras un peu désarticulés, etc. C'est à lui d'inverser la tendance, mais je pense que cette trêve va lui faire du bien. Tu parlais de confiance, on a peut-être un qui l'a retrouvé avec le match de ce week-end, en tout cas on l'espère, mais pour le moment il fait partie du petit flop de Stéphane Moulin, c'est Boubacar Traoré, double buteur ce week-end certes, mais ça ne gomme pas une première partie de saison que tu aurais aimé voir d'un autre niveau. Oui, je suis comme Franck, c'est-à-dire que moi j'aime pas tirer à boulet rouge sur un joueur, il fallait en désigner un, mais c'est même pas une déception, c'est juste une frustration. Je pense que ce garçon-là, il en a plein les pompes, c'est un super joueur. J'en suis convaincu. Quand il a quitté Metz, je me suis dit, il est promis à une brillante carrière qui plus est là-bas en Angleterre. Quand il est revenu, j'étais vraiment ravi parce que je me suis dit, ça, c'est vraiment un élément extrêmement intéressant qu'on n'avait pas, en plus, en termes de profil dans l'effectif. Il a été vendu, en quelque sorte, comme un box-to-box. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a du mal à passer le cap, à la fois balle au pied ou dans une projection sans ballon, vers l'avant. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il ne profite pas à 100% de ses qualités, d'explosivité, de puissance, de vitesse. Et c'est vraiment un garçon que je trouve qui est bourré de qualité et qui, pour l'instant, nous laisse un petit peu sur notre faim. Donc, je suis vraiment dans l'attente qu'il fasse une deuxième partie de saison de meilleure qualité. Parce qu'on l'a vu, contre Paris, il était en difficulté, surtout en première mi-temps. Il a rectifié le tir ensuite. Là, il est peut-être dans une position un peu plus haute quand il a joué en Coupe de France. Peut-être c'est une position plus préférentielle pour lui. Mais je suis vraiment pour l'instant frustré de voir ce garçon-là peut-être jouer à 30 ou 40% de ses possibilités.
Yenil, on va dire l'excuse entre guillemets de la saison presque blanche. La saison dernière pour lui, c'est un match de première ligue seulement et encore, il a joué 1 minute, je crois, c'est une entrée en jeu tardive. Est-ce qu'on peut encore se cacher derrière ça? Est-ce qu'on sait aussi, il y a eu pas la régularité pour moi, on n'y est pas aussi parce que physiquement ça a lâché il y a peu, il y a eu une blessure, il y a eu la maladie en plus par derrière, donc il est encore en train de revenir. On est persuadé qu'il n'est pas à 100%. Oui, je pense que c'est un joueur qui n'est pas forcément à 100% parce que une saison blanche, après il revient, il joue, il se blesse, après il est malade, après c'est vrai que quand tu n'enchaînes pas, la confiance c'est un peu plus dur à avoir et puis tu as un peu moins tes qualités, donc forcément c'est un peu plus compliqué pour lui, mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur dont le FC Metz avait besoin, mais malheureusement il ne montre pas assez ses qualités, il ne montre pas assez le patron qu'il a pu être quand il était à Metz il y a quelques saisons. À lui d'enchaîner. On espère que la deuxième partie saison pour lui, il y aura moins de pépins physiques et beaucoup plus de matchs joués, beaucoup plus de confiance engrangée. Il n'y a que comme ça qu'il va retrouver son niveau et puis aider ce milieu de terrain qui est déjà fourni de très très bons joueurs et avec lui en plus, forcément, c'est un élément supplémentaire. Un autre joueur que l'on attendra sûrement au tournant, c'est celui que tu as désigné. Alors toi, ton ami, tu m'avais laissé un peu le choix entre deux. On a décidé de porter notre attention sur Cheikh Sabali, dont on reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Mais il n'empêche, 14 matchs, 0 but, 2 passes décisives. Ce qui bloque peut-être là, quand on parle de joueur offensif, c'est peut-être le rendement statistique, justement. Il était meilleur buteur du club la saison passée. On s'attendait peut-être à le voir passer un cap aussi avec sa participation en sélection. C'est ça qui lui manque aujourd'hui à Sabali? Oui, c'est ça qui manque. Après, on ne va pas revenir encore sur ce qui s'est passé en début de saison, mais je pense que c'est aussi ça qui l'a freiné aussi dans cette saison, en cette première partie de saison. Il n'a pas su enchaîner, il est arrivé sur le tard, il s'est mis un petit peu le public à dos. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, c'est un joueur qui fait pas de statistiques. Et des joueurs comme ça, on en a besoin, surtout cette saison où on sait que ça va être un peu plus compliqué. Mais Cheikh Sabali, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui peut marquer des buts. Il l'a prouvé la saison passée. Aujourd'hui, c'est 0 but, 2 passes décisives. C'est pas assez pour un joueur. Tu penses qu'il y a un petit frein du premier but de la saison? Parce qu'on sait que contre Auxerre, c'est un tir qui est dévié, donc c'est un contre son camp. Il ne lui est pas attribué officiellement, en tout cas. Est-ce que tu penses qu'un premier but, ça peut peut-être permettre de lancer la machine et dire officiellement, ça y est, on est totalement sur autre chose? Ouais, j'espère que ça peut lancer. Après, on l'attend ce but-là. Après, c'est un joueur qui fait les efforts quand même. Quand il a joué, on a vu qu'il faisait beaucoup d'efforts, qui se donne. Mais voilà, les statistiques aujourd'hui, en Ligue 1, on a besoin de statistiques, on a besoin des joueurs qui soient performants. Et aujourd'hui, il n'est pas performant, malheureusement. Là, il est à la CAN, donc ça va être encore un mois sans lui, donc ça va être compliqué. Il va revenir, comment il sera mentalement, comment ils seront après cette CAN-là. Donc j'espère qu'on va retrouver un joueur qui sera un peu plus frais, parce que je pense qu'il va avoir quand même un petit temps de jeu durant cette CAN, qui va revenir avec beaucoup de volonté. Et voilà, il a envie de mieux faire que cette première partie de saison. Des statistiques, il en a avec la sélection, même s'il entre en cours de jeu, souvent des passes ici ou des buts par-ci, par-là. On va passer on va dire, aux meilleures évaluations, aux meilleurs bulletins de cette première partie d'année avec ton top, Franck. Tu parlais de la défense qui avait eu du mal. Finalement, ton top, c'est un défenseur, c'est Maxime Collin. Ouais, son retour au premier plan, j'ai vraiment apprécié et il a fait valoir des qualités qu'on lui reprochait l'année dernière en Ligue 2. Donc je m'explique, c'est l'année dernière, il était dans une équipe qui dominait son sujet et on lui reprochait d'être trop sobre, de ne pas aller vers l'avant, d'être trop timoré. Et en fait, dans cette configuration-là en Ligue 1, il a apporté cette sécurité derrière lorsqu'il est revenu à un poste en plus qui n'était pas le sien, en étant un peu plus sobre, conservation du ballon, ne pas s'énerver, en défendant juste, etc. Et souvent, dans notre actualité, on demande aux latéraux de toujours se projeter, on met souvent en valeur leur qualité offensive, etc. Ça centre, ça déborde. Et je pense que dans l'équilibre de Stéphane Le Mignan, il manquait justement ce genre de joueur qui sait calmer le jeu, qui sait attendre, temporiser. Et à des moments, on lui reproche en Ligue 2 parce qu'on voulait que ça aille vers l'avant. Là, on avait besoin de ça.
Et je trouve qu'il a apporté une certaine sérénité, une certaine sécurité de par justement son style. Et j'ai apprécié parce qu'en plus il s'est adapté à un poste qui n'est pas le sien. Il n'a pas fait de vagues lorsqu'il jouait beaucoup moins. Il revient. Et au final maintenant on le met dans l'axe, on le met à droite, on le met à gauche. Et quoi qu'on en dise, il fait ses matchs. Alors il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas sensationnel de statistiques, de dédoublements, etc. Mais il fait ses matchs et je pense qu'on a besoin d'éléments actuellement dans ce style-là pour retrouver une sérénité défensive. C'est ça qui est assez fou, comme tu dis, c'est un petit peu à l'opposé de tout ce qui se fait au FC Metz en ce moment. Ça va pas trop bien en défense, lui il incarne une stabilité et pourtant, on l'a vu à gauche, on l'a vu à droite, on le voit dans l'axe là ce week-end. C'est vraiment un joueur que l'on est capable de mettre partout mais qui finalement répond présent peut-être au moment où on ne l'attendait plus forcément. C'est surtout qu'à un moment donné, dans le système défensif de Stéphane Le Mignan, c'est que lui, il a peut-être des questions qui se posent, notamment en remettant Sadibou Sané à un moment donné, alors qu'il était absent depuis un moment, sortant Yegbe, sortant à un moment donné Kwao, etc. Mais lui, maintenant, reste. Donc lui, il a une certitude avec ce joueur-là, avec Djebama, et peut-être qu'après, ça a modulé avec ces deux joueurs-là un système qui convient le mieux et qui a acquérir un équilibre qui soit le plus efficient possible. Vous aussi, il apparaît dans vos encouragements, Maxime Collin? Moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait partie des joueurs, et Stéphane Le Mignan l'avait dit il y a quelques semaines, d'un grand professionnalisme. C'est-à-dire qu'il ne joue pas beaucoup, parfois ça doit frustrer énormément le garçon, mais il est tout le temps présent et investi, déterminé à l'entraînement. Et puis dès que tu le mets, que ce soit 2-3 minutes pour combler quelques brèches ou faire peut-être un petit peu plus que ce qui est fait depuis le début du match, eh bien, il a jamais une seule fois on pouvait dire oh, il n'a pas été bon. En fait, il a un niveau médian qui est là, qui est présent, qui ne bouge pas. Et du coup, là, je trouve que son adaptation au poste d'arrière gauche, qui a été depuis le début de saison un problème qui n'a jamais été véritablement solutionné, eh bien, pendant 3 matchs, on en a parlé jeudi, les 3 matchs gagnés, Maxime Collin est arrière gauche. Donc il y a eu un petit changement après le match loupé à Brest, mais ce n'est pas un match loupé de Maxime Collin, c'est un match un peu loupé de l'équipe entière. Après, c'est un peu dommage de rebricoler et de refaire quelque chose qui soit un peu à l'antithèse de ce qui avait été fait pendant 3 matchs. Donc ça, ce sont les choix du coach, mais en tout cas, je suis d'accord avec Franck. Clairement, c'est un garçon qui est très très intéressant dans une défense qui, pour l'instant, n'est pas encore complètement calée. Petit contre-pied pour distribuer le bâton de la parole. On va revenir sur ton top tout de suite, Yeni. Toi aussi, tu as choisi un défenseur, comme quoi il y a tout de surprenant dans ces choix-là. Avec Jean-Philippe Bama, on en a beaucoup parlé déjà depuis le début de la saison. C'est le joueur le plus utilisé par Stéphane Le Mignan. Et pourtant, quand on se penche un petit peu sur Jean-Philippe Bama de manière générale, on se rend compte qu'en dehors de Metz, il n'a pas forcément cette image-là de taulier entre son passage à Nantes, peut-être là un petit peu en sélection pour ceux qui sont un petit peu informés sur les réseaux sociaux. Pourquoi lui arrive à sortir du lot ? Je pense que de son expérience, il a su ramener cette stabilité, cette puissance qu'avait besoin Metz à un certain moment. Avec un replacement. Avec un replacement, c'est vrai. Et moi, j'ai choisi lui parce que bon, voilà, il a fait un super début de saison. Et puis il est resté dans sa continuité. On se posait la question de savoir comment il serait physiquement quand il a signé, mais au final, il a aussi répondu présent. Et puis, je pense que niveau régularité, il a répondu présent. Et c'est assez contradictoire parce que voilà, c'est la défense qui était un point faible, comme l'a dit Franck. Ils ont encaissé quand même 37 buts, c'est ça, 37 buts. 16 matchs, ouais. C'est énorme, mais voilà, faut dire qu'il y en a un seul. Et après, bon, j'avais aussi une petite préférence aussi pour Kofi Kwao qui. En fait, toute la défense est bonne, juste c'est pas les stats qui suivent. Kofi Kwao, pour moi, c'est les deux joueurs qui ont répondu présent un petit peu en cette première partie de saison, où ils ont été assez réguliers dans leurs performances individuelles. Et voilà, pour revenir à Gbama, c'est quelqu'un qui a ramené justement cette sérénité aussi un petit peu en défense à certains moments dans les matchs. Et voilà, ça a été mon top. Maintenant, j'espère que sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations va pas être un poids pour le FC Metz parce qu'il va beaucoup manquer.
Et on espère que ça sera comblé très, très vite et très tôt au mois de janvier. Mais voilà, Gbama, c'est un élément fort et comme on a dit, c'est l'élément qui a été le plus utilisé par Stéphane Le Mignan. Et je comprends pourquoi. Entrée en lice prévue ce mercredi à 18h30 contre le Mozambique. Très rapidement, Franck, c'est vrai que tu le disais, voilà, nous, pour cette évaluation, on prend des noms, même si évidemment c'est marginal. Mais c'est vrai que c'est assez particulier de se dire que ce FC Metz a la pire défense du championnat et pourtant dans les tops, les noms qui ressortent, Maxime Collin, Jean-Philippe Bama, Kofi Kwao. Alors moi j'ai mis top Collin parce qu'il est revenu au premier plan, mais il n'a pas joué tout le début de la première partie de saison. Tu mets Gbama parce qu'effectivement c'est celui qui reste. En fait on t'a mis deux certitudes. Un que tu l'as acquis au fil de la saison, donc je crois que c'est la première victoire, c'est face à Lens. Donc c'est quoi au bout de 8 matchs? Tu gagnes, tu fais 9 matchs. Ouais. Donc toi déjà sur 16, donc déjà c'est la moitié. Après tu as Gbama qui lui est quand même une tour de contrôle et moi je loue surtout sa qualité de gelon parce qu'on peut voir que ce soit à Nantes, que ce soit le match contre Nice, etc. Tu vois sa qualité de gelon. Chose que tu ne voyais pas forcément en première partie de saison avec ce jeu de passe courte, repartir de l'arrière, etc. Où moi, je demandais à ce qu'il y ait un peu plus de verticalité, de profondeur. Et lui, il peut t'apporter ça avec une passe. Donc c'est surtout ça que moi, je relève chez lui. Et après, encore une fois, tu peux relever des individualités. Mais moi, ce que je remets en cause dans les 37 buts, c'est l'équilibre défensif. Tu loues une possession de balle. Et souvent, quand tu te fais prendre ces buts, c'est sur une transition adverse, sur une perte, une faute à toi. Ce n'est pas sur une action construite où tu es mis à défaut, individuellement parlant, etc. Souvent, c'est lorsque tu as le ballon, je prends le cas du Paris FC, quand tu perds le 3e but, ou même à Lyon, quand tu en prends 3, c'est sur tes possessions de balle. Et à ce moment-là, c'est cet équilibre-là où tu prends des rafales. Et tu ne peux pas mettre en cause une individualité là-dessus. Après, on reviendra sur d'autres joueurs qui ont eu des mains, Sadibou Sané avec ses cartons rouges, qui expliquent le fait que tu te retrouves à 10 et que finalement, tu en prends aussi. Le dernier joueur de cette sélection et de cette réunion de classe, c'est le tien, ton top, Jessie Deminguet. Il fait partie, lui aussi, des joueurs les plus utilisés par Stéphane Le Mignan. C'est le 7e, devant d'ailleurs Boubacar Traoré. On a envie de pousser un petit peu plus loin le jugement, comme avec les autres joueurs. Il répond présent, plus que présent depuis le début de la saison. C'est peut-être le seul milieu qui ne bouge pas avec Gauthier Hein. On se pose la question de c'est quoi la prochaine étape pour lui? Alors, je ne sais pas encore ce que c'est la prochaine étape pour lui, si ce n'est de confirmer certainement ce qu'il a produit ces derniers matchs, notamment ce qu'il a produit contre le Paris Saint-Germain, et même à Auxerre, où je l'ai trouvé quand même intéressant. En fait, ce que j'aime bien chez ce garçon, c'est qu'il progresse. C'est-à-dire qu'on l'a vu arriver en Ligue 2, avec déjà, on savait, qualité de passe, mais encore des difficultés à se projeter. Et puis, je trouve un rythme trop lent, je trouve, par rapport à l'exigence ensuite de la Ligue 1. Je trouve qu'il a progressé en intensité, il a progressé dans l'aspect impact athlétique, et puis il a aujourd'hui un volume de jeu qui est beaucoup plus important, avec une capacité de projection, ce que je reproche un petit peu à Traoré tout à l'heure. Mais lui, il a gagné en tout ça. Et je trouve qu'il a progressé depuis son arrivée à Metz. Il devient un élément, à mon sens, essentiel du 11 de départ de Stéphane Le Mignan. Et puis je trouve qu'il fait partie peut-être, et je l'espère, des joueurs de club. Certains avaient loué, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Julien Ferré, de Gaël Nivet à 3. Voilà, des joueurs qui sont capables de s'inscrire longuement dans un club en signant 3 ans. J'espère qu'il ira au bout et peut-être encore mieux. Mais peut-être d'avoir un garçon comme ça au sein de l'effectif donnerait une dimension supplémentaire encore, non seulement je trouve, à la richesse de sa carrière, et puis donner aussi un peu de stabilité à cet effectif autour d'un garçon qui, on l'a vu, à chaque sortie médiatique, et quelqu'un de posé qui a le bon mot. Rappelez-vous, après Lille, il disait on n'a pas le niveau de Ligue 1, mais qui, comme les autres, a su se remettre en question et puis augmenter son niveau de jeu, son niveau d'exigence. Donc moi, c'est vraiment un garçon sur lequel je trouve on doit compter et qui, je l'espère,
confirmera les progrès affichés dans cette deuxième partie de saison. Il y a un nom qui a été plutôt cité du côté des supporters. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Alors vos noms ont été recités. On a vu Gbama notamment. Mais on a aussi vu le nom de Titaishvili qui, je pense, a été le petit coup de cœur de ce début de saison. Tant frustrant parce que il a été bougé lui aussi à gauche à droite. Mais peut-être aussi le petit coup de cœur, on va dire technique, de cette équipe du FCMS qui en manque peut-être un petit peu. Mais c'est vrai que Titaishvili peut comprendre cette notion de top. On va dire les félicitations pour ce premier trimestre. Ouais, et puis surtout parce que il reste, c'est le joueur qui est dans la lumière dans les derniers matchs. Donc forcément, tu as tendance à retenir ce qui est récent. Et il ne faut pas oublier que oui, effectivement, c'est un Géorgien, la langue peut être compliquée, l'adaptation. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'ils sont venus à deux. Pour, Stéphane Lemillon l'a annoncé, on avait fait ça, donc, séance avec lui, il a dit que la venue d'Abouachvili est liée à celle de Titaishvili. Voilà, pour une adaptation plus rapide. Et c'est vrai qu'il a des qualités techniques, de vivacité. Pareil, il prend aussi la profondeur. Contre Auxerre, Le but à Brest, ouais. le but à Brest, aussi. Donc lui, il t'apporte quelque chose que tu n'avais pas dans ton effectif et quelque chose où il peut tout seul déstabiliser un côté. Il a un bon pied. Malheureusement, on l'a vu un petit peu tardivement. C'est-à-dire que ça a balbutié. Après, c'est l'adaptation. Et après, il n'était pas tout en mis titulaire, etc. Là, il est en train d'atteindre une vitesse de croisière individuellement et je pense qu'il a posé ses galons de titulaire à ce poste-là et qu'on va le voir de plus en plus et qu'il prend de plus en plus la confiance. Je pense aussi que Luis Enrique l'a mis en valeur. Je pense que le clip a dû tourner plusieurs fois. Voilà, donc il a la confiance. De son coach, c'est le principal. Et puis lui, il prend confiance, il prend plus de responsabilités. Moi, je l'avais vu jouer, pour vous dire, contre Thionville. Et je m'étais dit, mais sur le côté, je dis, mais on sent qu'il y a des qualités, mais il ne va jamais provoquer. À chaque fois, il vient, il remet en arrière. Je dis, mais alors qu'il avait de l'espace, il n'osait pas. Là, on voit que il ose davantage, il se projette plus. Et ce match contre le PSG où il n'est jamais en difficulté, je pense que ça peut être le déclic et qu'offensivement, il va apporter beaucoup plus qu'en cette première partie de saison. Il nous reste quelques minutes dans cette dernière édition de l'année 2025. De quoi faire une parfaite transition vers le temps additionnel. Et puisque ça fera partie du rayon des mauvaises nouvelles, mais pendant cette trêve, nous aussi, on va faire une petite pause. Et lorsqu'on se retrouvera, ce sera le début du mercato hivernal. L'occasion d'en parler un tout petit peu. On a déjà posé la question, encore une fois, aux supporters sur les réseaux. Est-ce que le FCMS doit se renforcer? Si oui, à quel poste? Voici un petit peu ce qui est ressorti. Alors, il y a deux postes qui sont plus ressortis que d'autres, celui d'attaquant et celui de défenseur. Yenny, pas vraiment surpris par les deux postes, on l'a dit, plus mauvaise défense et le besoin de suppléer Habib Diallo. Voilà ce qui ressort. Ouais, je pense que ils ont tous bien vu, donc forcément un défenseur, en plus avec le départ de Gbama à la CAN, un attaquant avec le départ d'Habib. Donc forcément à ces postes-là, on aura besoin de joueurs, donc il faudra forcément se renforcer. Nos confrères de l'équipe ont fait un petit peu le tour de tous les clubs de Ligue 1 pour voir un petit peu quelle va être la tendance pour ce mois de janvier. Évidemment, on va se concentrer sur le FC Metz avec tout d'abord les postes ciblés, celui de latéral gauche et un milieu droit. Tiens, vous allez me dire, les départs possibles parmi les joueurs cités, on retrouve Cheikh Sabali, Sadibou Sané ou encore Joël Assoro. Au niveau des arrivées possibles, celle de Bounassar qui est libre, on en avait parlé déjà il y a une semaine. Et un autre joueur, celui de Chris Tapé, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Avant ça, on parlait des potentiels départs. C'est vrai que cette liste ne nous surprend pas. Le FC Metz doit encore trouver des liquidités et il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat, d'autres qui ont déçu. Il y a désormais un timing à trouver, ça va être le mot le plus important, je pense, pour ce mercato hivernal. C'est celui de timing entre les fins de contrat, les valeurs marchandes et tout ça à la fois. Oui, alors le problème, c'est ce que disait Bernard Zeni, il disait comment faire venir des joueurs au mercato hivernal dans une équipe qui est dernière de Ligue 1. La seule possibilité aujourd'hui, et peut-être la seule bonne pub que tu peux faire du FC Metz aujourd'hui, c'est que ça joue au football, que les joueurs qui viennent savent
qu'ils vont prendre du plaisir à jouer, ça c'est une certitude. Et tu as quand même quelques noms dans l'équipe. Il y a quelques noms, on n'a pas non plus des grands... Du championnat Ligue 1, tu en as quand même quelques-uns. On a des joueurs intéressants, bien évidemment, mais ce qui est difficile, c'est d'aller choper des joueurs qui, s'ils viennent, c'est pour jouer. Ça, c'est une certitude. Donc, et puis, il faut qu'ils soient en forme tout de suite. Donc, je pense que la problématique du mercato hivernal est encore plus difficile pour le FC Metz que le mercato estival. Donc, alors, pour certains clubs qui ont les moyens, on parlait de Nantes par exemple, les difficultés sont moindres. Chez nous, on sait que ça va être compliqué. Je suis surpris, moi, du poste d'arrière gauche, même si c'est vrai qu'on a du mal à faire confiance à Fodé Ballo-Touré parce qu'il est souvent blessé. Maxime Collin, on en a parlé tout à l'heure. Oui, moi, ce que je trouve, à mon sens, indispensable, c'est de trouver un élément qui puisse être un complémentaire d'Habib Diallo devant. Mais encore une fois, on sait qu'un attaquant de pointe, aujourd'hui, pour le trouver, c'est compliqué. Et puis, si on en trouve un, c'est pour qu'il joue. Et est-ce que c'est pour remplacer Habib Diallo pendant le mois de la CAN? Non, c'est pour être là constamment. Donc, je pense que ça va être très, très compliqué. Quant au départ de Sabali, je pense que ça me semble, à mon sens, inéluctable. Il était déjà un peu sur le départ. Il est en fin de contrat, s'il me semble, au mois de juin prochain. C'est ça. Ça voudrait dire que si le FC Metz veut en tirer quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Et surfer peut-être aussi sur la Coupe d'Afrique des Nations, suivant le résultat. Et puis surtout, je crois que le FC Metz, dans son cahier des charges devant la DNCG, Encore c'est 5, je crois, 5 millions, quelque chose du style. à trouver, je crois. Donc forcément, d'où l'espoir de transférer Sabali, peut-être Sadibou Sané, pour justement faire honorer la parole tenue devant la DNCG. Le mercato hivernal, ce qui est encore plus compliqué, c'est que, comme disait Stéphane, tu vas devoir recruter des joueurs qui devront être prêts tout de suite. Mais malheureusement, ces joueurs-là, ce n'est pas forcément le genre de joueurs que tu vas faire partir d'un club. S'ils jouent, ça veut dire qu'ils sont importants pour leur club et que ça reste un mercato d'appoint. Donc il va falloir encore une fois faire des paris. Voilà, tu as dit le mot Paris. c'est tout bonnement à Paris. Alors par contre, est-ce que tu vas sur un jeune joueur inconnu, etc. Et là, le pari est double. Et tu n'es pas sûr qu'il t'apporte ce dont tu as besoin. Ou alors tu prends sur un joueur qui a une certaine expérience mais qui est en échec. Mais par contre, tu sais de quoi il est capable. Il a un certain passé, il a autre chose à apporter que le terrain, il peut apporter une expérience, il peut avoir une rigueur de travail, etc., en attendant qu'il soit en forme. Tel Cheikh Diabaté, quand à mon époque il était venu, et il avait été hyper performant. Maintenant, tu es forcé de faire des paris. Et pour rentrer dans les comptes du club et avoir envie de faire venir un joueur, tu as le prêt avec option d'achat. C'est-à-dire que prêt, c'est gagnant-gagnant. C'est du montage financier aujourd'hui. C'est ça, tu donnes l'opportunité aux joueurs de sortir d'une situation compliquée. Toi, tu es donc c'est une notion gagnant-gagnant, et avec une option d'achat, auquel cas le club se maintient et que le joueur aussi d'aller chercher un joueur qui ne joue pas beaucoup dans un grand club, peut-être comme, je sais pas, avec des effectifs un peu pléthoriques, des jeunes joueurs à Monaco ou à d'autres qui ont un potentiel et qui ne jouent pas beaucoup. J'allais dire même... Mais pas forcément dans la durabilité, du coup. T'as des clubs comme Strasbourg qui ont 40 contrats pro ou 50 contrats pro parce qu'ils ont été prêtés par Chelsea et qui ont des vrais potentiels. On vous laisse le choix, Emega ou Panicelli, on prend celui. Non, mais c'est vrai que ce club-là, je crois, pour y être allé, a 30 joueurs dans son vestiaire 1, plus une quinzaine dans le vestiaire 2, des jeunes joueurs. Donc, dans les 30 là, je pense que, tu vois, les Enciso, tu peux trouver un profil qui puisse te convenir. Yenny, c'est vrai qu'on parlait de Paris. Il y a un nom qui est sorti justement toujours dans les colonnes de l'équipe, celui de Kristaps, 19 ans, ivoirien. Alors, on parle de sommes entre 2 et 3 millions d'euros. Il joue en D2 du côté du Danemark. C'est vrai que dépenser 2 à 3 millions d'euros, ce n'est pas forcément ce que peut faire le FC Metz sur ce mercato. Mais on parle de Paris, c'est un joueur qui a été suivi par le Racing Club de Lens cet été. En cas d'échec dans le dossier Mathieu Hudol, c'est un joueur qui a été aussi suivi par le FC Barcelone.
On parle d'un pari, j'ai une sacrée pression sur les épaules de ce petit bonhomme-là. Ouais, ça veut dire Petit bonhomme d'un mètre 88, hein, je me permets, mais quand il sera à côté de moi, je dirais pas ça. Ça veut dire qu'il y a de la qualité, ça veut dire qu'il y a du potentiel, suivi par des grands clubs. Donc forcément, si le FC Metz est dessus, ça peut être une bonne pioche. Après, comme on a dit, il y a beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en compte. L'adaptation, c'est pas facile. Il vient d'un pays étranger, il faudra encore quelques... C'est avec le Danemark, on affiche cher. Voilà, Après, c'est lui, il vrai. n'est pas danois. Et voilà. Au niveau de la Donc, Côte il y a- d'Ivoire, on il y a a ça. Bama. Il y a ça qui peut jouer aussi, mais voilà, on parlait d'adaptation, on parlait de... Donc il faudra encore un petit temps, parce que je pense que le FC Metz a besoin des joueurs prêts maintenant et pas besoin d'adaptation, quoi. Mais voilà, c'est encore un pari, comme on dit, mais après, voilà, ça peut être un pari qui élément, coûte cher. et un pari qui coûte cher. Et un Sauf pari si qui tu fais un coûte prêt avec option d'achat. Ça Voilà. sera peut-être un peu moins cher. Donc voilà, après, au bord de FC Metz, de voir le cahier des charges et de faire les bons choix, parce que je pense que ce mercato sera déterminant pour le sud de la pour la Il y a une suite. connexion qui est en train de se faire avec le nord de l'Europe, là, j'ai l'impression quand même. Ah bah, Ouais. faut faire avec tes moyens. Et puis bon, pour le moment, tu as fait ficher, mais c'est vrai que Surtout le Danemark. je peux peut-être en avoir. Mais il peut y avoir des bonnes pioches. Hein. Attention, quand même une sacrée équipe, celle du Danemark. Messieurs, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. C'est la dernière de l'année. Alors, le temps pour moi, évidemment, de vous souhaiter de meilleures fêtes, nos meilleurs vœux aussi actuellement. On va aussi se remettre, allez, parce que ça fait toujours plaisir. Peut-être le meilleur souvenir sportif de cette année 2025 du côté du FC Metz, c'est ce but de Götze. On aurait pu mettre celui de Mathieu Dole aussi, c'est vrai, mais alors on n'a pas le temps de mettre les deux. Donc on mettra celui de Götze contre Reims, qui permet au FC Metz de remonter en Ligue 1, histoire de vous rappeler quelques frissons, notamment lors de ce mois de juin 2025. Nous, eh bien, on se retrouvera juste avant ce match contre Lorient. Ce sera tout début janvier. D'ici là, eh bien évidemment, portez-vous bien sur Moselle TV.